On était en 2014, je venais d'avoir un deuxième bébé. Mon premier garçon avait à peu près 2 ans et demi. Et il commençait un peu à parler, il commençait à dire non. Et un jour, mon bébé s'était endormi dans le salon. Et donc j'avais demandé à mon grand garçon de 2 ans et demi de bien vouloir faire du silence pour le laisser dormir. Bien évidemment, il a été compliqué pour mon enfant de ne pas faire de bruit. Et il a fini par réveiller son frère. Je lui ai mis une fessée. Et j'ai eu l'impression que le monde s'était mis sur pause. Mon fils, il me regardait avec ces yeux-là qui voulaient dire « mais c'était quoi ?» Et moi aussi, en fait, à ce moment-là, je me suis dit « mais tu fais quoi ?» Donc dans mon cerveau, c'est allé très très vite à cet instant. Je me suis juste dit « bah écoute, normal quoi, il fait une bêtise, il désobéit, il se prend une fessée, point. » C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que j'ai intégré les choses en tant qu'enfant, en tant que jeune fille. Et j'avais jamais remis ça en question en fait, c'était juste comme ça. En pratique, d'un coup, je trouvais ça vraiment étrange. Je pourrais presque dire que mon monde s'est écroulé à ce moment-là parce que je comprenais plus rien. J'étais perdue quoi. Je me suis dit non, ça colle pas, c'est pas juste, ça sonne pas juste et mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je suis tombée enceinte. De mon premier enfant. Et c'est vrai qu'on n'avait pas avec mon mari discuté avant de type d'éducation qu'on souhaitait donner, parce que bon, finalement pour nous c'était logique de reproduire. Et en fait, ça a été assez compliqué cette première grossesse, notamment la nuit. En fait, je faisais des cauchemars. Et je hurlais, je me réveillais, c'était mon palpitant cardiaque qui me réveillait tellement j'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter. Mon mari venait, me contenait, et en fait, pendant ces rêves-là, j'avais des phrases qui me revenaient, qui étaient des phrases que j'avais entendues, qu'on m'avait répétées, qui pour moi étaient finalement normales, mais qui en fait, je l'ai compris après, c'était des phrases d'humiliation qui s'étaient imprégnées en moi, et là, ça ressortait. Je suis horrible. Je suis nulle. Je sers à rien. Je suis belle. J'abîme mes enfants. Et en fait, une fois que j'ai eu fait ces cauchemars, là, je me suis dit, attends, tu t'apprêtes à donner la vie. Tu as des nuits qui sont difficiles. Si elles sont compliquées à ce moment-là, c'est qu'on te... Enfin, il y a un message, quoi. Il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à comprendre. Comment tu veux comprendre quoi que ce soit en fait ? Parce que
La seule chose que tu sais, c'est que tu comprends plus rien. Tout ce qu'il te reste, c'est des questions. Je lui parle comme ça. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens? Ou est-ce que je répète? Est-ce que je reproduis? Est-ce que je suis vraiment OK avec ce que je suis en train de dire? Ou est-ce que c'est ce qu'il faut dire? Ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, je me trouvais dans une situation où ça sonnait pas juste, c'est-à-dire que je le ressentais en moi. Ça venait me faire mal au ventre, me faire mal au cœur. Je me retrouvais en fait avec des messages intérieurs contradictoires et de la violence verbale envers moi-même. T'abuses, tu crains. Petit à petit, j'ai compris en fait que c'était la petite Ariane, la petite fille à l'intérieur de moi, qui se sentait trahie et qui venait me donner des signaux pour me dire « Là, tu es en train de faire quelque chose avec lequel tu n'es pas OK ». Et il y a en fait le ressentir, il y a le conscientiser, et il y a à agir pour ne plus reproduire. Je me suis rendu compte de tout le brouhaha en fait de la vie, de tout le brouhaha de la publicité, de tout le brouhaha des messages. Quand on est enfant, on est complètement alpagué. Vous êtes dans le moindre magasin avec les jouets, vous êtes dans le moindre fast-food, vous avez des opérations de branding avec les jouets. Et vous vous rendez compte en fait qu'en plus l'objet de ces jeux, l'objet de cette direction, elle est hyper violente en fait, dans les mots, dans le rythme, dans les interactions. Ça crée une échelle de la violence devient normale. Notre modèle de société aujourd'hui a privilégié la violence et ça commence dès le plus jeune âge en fait. Quand on parle de violence ordinaire, quand on parle de violence, si on veut vivre dans une société en paix, ça commence par la façon dont nous éduquons nos enfants. Je pense que j'ai gardé un petit peu d'éducation de ce que ma mère m'avait donné, à savoir beaucoup d'amour, mais il y avait quand même pas mal de violence, mine de rien, avec mon père. Et donc, je pense que j'ai fait un mix des deux et j'ai essayé de remettre tout ça à ma sauce en essayant d'apaiser et d'enlever tout ce qui était violence corporelle en tout cas. Mais je me rappelle très bien les avoir mis sur mes genoux, vouloir baisser la culotte et vouloir leur mettre une fessée pour les humilier en fait, parce que je pensais que les humilier, ça les calmerait. Et c'est pas le cas aujourd'hui avec du recul, je me dis que c'était pas ça du tout. Mais à l'époque, j'étais persuadée de faire le bon choix et de faire ce qu'il fallait pour elles, pour qu'elles comprennent. Moi, dans mon moi intérieur, il y avait quand même toujours cette violence qui existait, enfin une violence, cette autorité. J'étais autoritaire, je m'appelais le dictateur, donc je sais que j'étais autoritaire. Mais je croyais que c'était pour leur bien-être que de leur montrer ce qu'il fallait être des bons petits soldats. Le fait de dire « je vous élève pour que vous obéissiez », pour que vous soyez de bons petits soldats, c'est quand même fort comme terme. On est quand même loin de développer le plein potentiel de l'enfant, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment un héritage, parce que ton père, il se rappelle de la guerre. Il était jeune, certes, mais il nous en parlait à nous. Ta mère aussi, d'ailleurs. Donc eux, ils ont été élevés pour survivre à la guerre, donc forcément, tu dois obéir. T'as pas le temps de finir tes raviolis, là. Tu obéis, tu files, parce que si tu m'obéis, tu survis. Ouais, c'est ça. On a le luxe d'élever nos enfants en temps de paix relative, les élever pour qu'ils s'épanouissent. C'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas de vos parents, ni pour vous, parce que c'était trop frais dans vos mémoires, la guerre. C'était leur enfance. Donc ils vous ont élevés pour réagir, pour survivre, et pas pour vous épanouir. Et vous nous avez transmis ça. Mais pour nous, ça n'a plus aucun sens, en fait. C'est beaucoup trop long maintenant. On n'a plus besoin de survivre. On peut essayer de vivre au mieux. Et là, quand tu m'en parles, j'y repense. Oui, j'ai pas fait la guerre. C'est mes parents qui l'ont faite. Mais nous, on avait notre guerre à nous. Avec mon père qui buvait. Et qu'on devait être prêts, on était habillés dans le lit, on était prêts. Si jamais il se mettait en colère, ma mère nous levait vite fait du lit, il fallait tout de suite qu'on réagisse et qu'on se sauve dehors. Donc voilà, ça c'était ma violence peut-être ordinaire de ma vie, ma petite guerre. Ce qui a fait que je suis devenue un bon petit soldat qui écoutait.
Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ose élever comme des petits soldats, parce que je l'ai vécu. C'est même pas qu'une histoire de génération, là, en fait. C'est du vécu. Ce lien, alors qu'il ne se détruise pas complètement, parce que je pense qu'il restera toujours un petit morceau, mais au moins qu'il s'apaise. On s'en libère. Qu'on s'en libère, ouais. Je sais que mes parents m'ont élevée dans tout l'amour possible qu'ils avaient en stock et ils se sont pas rendus compte. Ils ont eux aussi reproduit en fait. Je me suis retrouvée face à une grosse déloyauté. J'arrivais pas à y faire face. On parle vraiment de violences éducatives ordinaires. Elles le sont tant qu'on n'arrive même pas à se plaindre ou à constater en fait du statut de victime parfois qu'on a pu avoir enfant. C'est super dur à formuler. Ce que m'offraient mes enfants mettait le doigt sur en fait ce qui n'avait pas été ok dans mon enfance, que j'avais refoulé, que je n'avais même pas en fait considéré comme étant mauvais pour moi à ce moment-là. Mais tout a commencé à ressurgir. Oui. C'est bon. De pression ou pas? C'est bon. C'est bon. Donc celui-là, comme je disais à mon fils, celui-là il casse pas, tu vois. Ça, c'est le lien. C'est le lien positif. Parce qu'on est forcément liés et puis on n'est pas liés que par ça. Oui, on est très loyal l'une envers l'autre, je pense. Mais on n'est pas obligé d'être liés par des choses négatives, tu vois, ou par nos failles. Ou par obligation. Ou par obligation aussi. On peut choisir d'essayer et d'être liés. Est-ce que je choisis ça? Oui. J'ai bien écrit à ma maman. Moi aussi, j'aime écrire à ma fille. Les violences éducatives ordinaires, en fait, c'est un peu ce à quoi on nous a habitués en termes d'éducation. Donc, ce qu'on a pu voir à la fois dans les livres, dans les films, dans les médias et dans nombre de nos familles. Malheureusement, les personnes de notre génération, c'était quelque chose de naturel pour eux de punir, de mettre une claque sur le cul, de les agresser aussi, des fois, verbalement. Et la violence ordinaire, pour moi, n'existait pas. Pour moi, c'est vraiment ce rapport de force entre l'adulte et l'enfant et cette tendance à croire que il faut un ascendant sur l'enfant pour l'éduquer et pas une sorte de cohabitation et de collaboration entre l'adulte et l'enfant pour essayer d'apprendre et de s'élever ensemble. Les VEO, c'est un cadre qui répond au confort du parent, c'est-à-dire on veut devenir parent, mais on n'a pas envie que cet enfant il change nos habitudes de vie. On veut devenir parent, mais par contre, l'enfant il devra se coucher quand on l'a dit, il devra manger ce qu'on lui donne, et en fait, je veux dire, il arrive, il s'adapte à ce que nous on a mis en place depuis toujours. C'est pas lui qui va faire sa petite loi. À mon sens, l'éducation non violente, c'est une éducation qui se base déjà sur les données scientifiques actuelles sur l'enfant et en même temps sur le respect des droits de l'enfant. Donc c'est vraiment une éducation qui va poser un cadre, mais de manière non violente. Il faut noter que quand même souvent, dans l'esprit du grand public, mais aussi chez certains professionnels, il y a une vraie confusion entre l'éducation non violente, qu'on appelle en sociologie aussi l'éducation démocratique, ou positive dans le grand public, et le style d'éducation permissif. Et en fait, c'est vraiment en sociologie deux styles qui sont extrêmement distincts, mais qui sont objets de confusion sur le terrain. On parle plus d'affect et d'émotionnel et d'équilibre en fait, d'un cadre qui existe, le cadre existe. Moi j'aime bien me dire que le cadre, c'est ce qui maintient, c'est tenir l'espace quoi. Et du coup, si tu tiens pas l'espace, c'est l'espace. Donc là, on est sur les galaxies, c'est infini. Donc à quel moment ils peuvent se construire dans quelque chose d'aussi vaste que l'infini. Donc on est obligé de tenir l'espace. Après, bien sûr, chacun met ses limites, mais il y a certaines personnes où les limites, elles sont là juste parce que c'est comme ça
Et à partir du moment où tu n'expliques pas pourquoi ça existe, c'est qu'il y a un problème. Quand je me suis dit, ok, c'est pas possible, je n'arrive pas à faire comme on m'a appris, même juste comme ce que je pense être juste, il faut vraiment que je reprenne tout de zéro, mais j'étais larguée parce que je savais pas ce que ça pouvait être d'autre. C'était tellement ancré en moi le fait que être violente, être humiliante, être dans la compétition, la punition, mais il y a zéro autre possibilité parce que si jamais je fais pas comme ça, alors mes enfants vont être en roue libre, alors ça va être des enfants rois, alors ils vont se pendre au lustre et ils vont se balader tout nus, quoi. Et donc j'avais pas aucune notion de juste milieu et je savais pas du tout où chercher, que faire, comment m'y prendre. Le message, c'était qu'il ne fallait pas que je reproduise cette éducation-là. Et la question, ça a été, ok, mais du coup, pour faire quoi? Par quoi est-ce qu'on va remplacer tout ça? J'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai pris beaucoup de conscience sur ce monde de violence qui, a priori, est ordinaire, mais qui, en réalité, ne devrait pas exister. Chaque situation dans laquelle je suis avec mes enfants me pousse à me demander si ce que je fais vient de mon cœur, vient de ce que j'ai appris, vient des livres, vient de mes parents. Et avec cette gymnastique mentale qui est certes hyper épuisante, eh ben, j'ai pu voir des choses qui revenaient, des schémas qui me dérangeaient et aussi tout ce qui fonctionnait. J'ai pu discuter avec des amis qui avaient été mamans à 2 ou 3 mois près. Et elles avaient entendu parler d'éducation positive, respectueuse. Elles m'ont conseillé quelques lectures et puis je suis tombée dans la marmite en fait. Là, j'ai compris que c'était ça. Je savais que je voulais pas d'éducation violente et du coup, je me suis tournée vers ça, cette éducation respectueuse. On nourrit une intention du slow notamment, du respect de la nature, de la vie et de ce qui se vit en chacun. Du coup, c'est vraiment essayer de garder la connexion avec la paix, puisque si on est connecté à la vie, pour moi, on est connecté à la paix. Et donc, c'est pour moi, bien évidemment, relié à une bienveillance, à un accompagnement de l'être humain bienveillant. C'est quelque chose de très simple à dire. Après, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en pratique. Ça va passer par plein de champs différents. Ça va passer par la confiance, ça va passer par l'accompagnement des émotions, ça va passer aussi par des accompagnants divers. Finalement, tous ceux qui sont en contact avec un enfant impactent sur son développement et sa construction. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'on a énormément de données scientifiques sur l'enfant qui nous viennent, alors des neurosciences, on en parle beaucoup, mais les neurosciences sont vraiment minoritaires. On a beaucoup de données en psychologie, par exemple, du développement, en théorie de l'attachement, même en psychologie interculturelle, qui nous expliquent, qui nous montrent un peu comment l'enfant fonctionne au quotidien. Le petit humain, l'être humain, l'enfant est profondément immature. On sait qu'il est en plein développement. Donc un enfant de 2 ans ou 3 ans n'aura pas le même comportement qu'un adulte de 20 ou 25 ans. Quand il y a des parents qui disent oui, de toute façon il se réveille la nuit juste pour câlin. Parce que nous on a besoin de dormir donc il hurle. Tu dois écouter, tu dois demander pour sortir de table. Ma logique était je vais te calmer en te mettant une fessée parce que tu sais que la fessée, c'est ce qui fait que tu as dépassé les limites. Je ne cherchais pas à savoir pourquoi il était comme ça, mais ce que je voulais d'abord, c'est qu'il écoute et qu'il fasse ce que je dis.
Il y a souvent un biais qu'on appelle l'adultomorphisme. L'adultomorphisme, c'est quoi? C'est le fait de penser que l'enfant pense comme nous. Le fait d'interpréter ses comportements, ses agissements, comme par exemple l'enfant, je sais pas, qui fait l'inverse de ce qu'on lui dit en nous regardant dans les yeux avec un air un peu souriant, c'est l'enfant qui va taper l'autre, on va avoir tendance à interpréter ces comportements-là comme si c'était un adulte miniature, avec un raisonnement d'adulte, avec des intentions d'adulte, avec un cerveau d'adulte. Et souvent, on tombe du coup un peu à côté de la plaque. On va dire qu'il est capricieux, qu'il est violent, qu'il est sadique, qu'il est manipulateur, qu'il est calculateur, qu'il est comédien. Et tout ça, ce sont des mots du lexique d'adulte qu'on pose sur les comportements de l'enfant et qui sont vraiment en décalage avec ce qu'on sait de l'enfant. C'est super important de mettre l'enfant à sa place d'enfant. Et d'arrêter de vouloir lui donner une place d'adulte. Un enfant est un enfant, il a des capacités d'enfant, des compétences d'enfant, il a encore plein de choses à apprendre. Quand je parle de place d'enfant, c'est pas mettre l'adulte au-dessus de l'enfant. Pour moi, on est vraiment sur un même niveau, on a simplement encore une fois des compétences et des capacités différentes. Ça pour moi, c'est quand même quelque chose de vraiment important à se rappeler dans notre accompagnement. Je crois aussi que c'est important, quand je parle de place de l'enfant, c'est le laisser grandir. Ça reste un enfant, quoi. C'est que l'adultomorphisme et le fait de surinterpréter ou de mal interpréter parfois leur comportement, c'est l'une des premières portes vers les violences familiales. Parce que quand on interprète mal un enfant, quand on oublie qu'il ne raisonne pas comme nous, on a tendance à mal interpréter ses comportements, à lui en vouloir, à le penser qu'il fait ça contre nous, et du coup on a plus à risque de le violenter. Donc là, toutes ces données-là nous ont permis vraiment de comprendre que l'adulte et l'enfant ne pensaient pas de la même manière, ne raisonnaient pas de la même manière, et que leur comportement et leurs intentions étaient vraiment incomparables. Il y a des parents qui en fait le savent, nous disent j'ai conscience que c'est pas pour m'embêter, que voilà, il a vraiment besoin de mon attention, donc il agit comme ça, j'ai conscience de ça, et on part souvent de leurs réflexions pour essayer de les amener vers une solution un peu plus bienveillante. J'ai appris en fait à déceler les signes physiques qui m'indiquaient que la marmite allait exploser. Pas plus tard qu'hier après-midi, je sentais que ça montait, j'avais des picotements dans le haut du corps. Donc là, je savais qu'il fallait stopper tout de suite. Il faut savoir qu'il y a des réactions effectivement qui sont communes à tout le monde qui est en colère. Les signes de stress objectifs d'ordre physiologique, c'est une élévation déjà petit 1 du rythme cardiaque, notre cœur bat plus vite. Aussi de la fréquence respiratoire, donc on respire plus vite, c'est avec le haut du corps. On a une augmentation de la tension artérielle, on a les pupilles qui se dilatent. On a vraiment beaucoup de critères physiologiques qui font qu'on sait que la colère monte. On a une sensation de chaleur qui monte aussi, des fois on a les mains qui ont les mains moites, la gorge qui se sèche, une impulsivité motrice qui s'accompagne aussi. Donc ça, c'est vraiment des symptômes qu'on a plus ou moins quand on est en colère et qui marquent que la tension monte chez chacun. Donc, qui sont vraiment à prendre en compte pour éviter de passer du coup à l'acte en fait. Ouais, je pense que le premier outil, c'est la communication, quoi. C'est pas parce que le bébé ne parle pas qu'il ne comprend pas. Après, je le verbalise aux enfants. Je leur dis écoutez, là, je sens que ça va sortir ou que je vais dire des choses qui vont pas être franchement agréables. Donc on stoppe, on trouve une solution. On sait aujourd'hui que c'est vraiment super important de communiquer avec les tout petits. Quand ils sont tout petits, en fait, qu'ils n'ont pas encore la parole, ils comprennent. Et ils comprennent déjà énormément de choses, et ça on s'en rend pas compte. Et il y a aussi donc le parler vrai dont parlait Dolto. Elle était d'une époque où on pensait que les bébés étaient simplement un tube digestif. D'ailleurs, quand on sait que jusque dans les années 1970, les bébés ont été opérés sans anesthésie générale, parce que ils n'avaient pas de ressenti, pas d'émotion, etc. Enfin, c'est ce qu'on pensait en tout cas. Elle disait donc que c'était super important de parler vrai au bébé. Je pense que je passe beaucoup par la communication, ce qu'il n'y avait pas chez moi. Ce qui est important n'est pas dit, ce qui est important est secret, et ça du coup c'est quelque chose que j'essaie de ne pas reproduire. S'il y a des choses à dire, on le dit, et c'est parce que c'est un enfant qu'il ne faut pas lui dire ou lui cacher parce qu'il est trop petit, parce qu'il ne comprend pas. Parce que concrètement, nos bébés sont des petites éponges. Ils comprennent énormément de choses, voire tout. Et puis, quand on leur parle pas, en fait,
Il y a ce truc de non-dit, ce truc qui reste là. Je préfère lui dire qu'il soit fixé, qu'il sache ce qui se passe, plutôt qu'il se fasse des montagnes derrière. On parle d'éponge émotionnelle parce qu'en fait, ils ont vraiment accès à notre non-verbal. Encore plus les enfants qui sont préverbales, ils n'ont pas la parole, donc ils vont se baser à comment nous, on va réagir avec donc, notre corps, avec nos mimiques, avec nos expressions, etc. Si on intègre nos bébés dans notre quotidien, qu'on leur explique et qu'on exprime absolument tout ce qu'on fait avec eux, ça permet aussi à l'enfant de faire le lien entre ce qu'on dit et l'action qu'on fait. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on signe, ça vient ponctuer ce qu'on dit. On peut le voir dès tout petit en fait, même s'ils n'ont pas cette capacité de parler, ils ont cette capacité de signer et quand on utilise cet outil notamment, c'est absolument merveilleux parce qu'ils ont le moyen de s'exprimer en fait déjà tout petit juste avec des signes. Les signes qu'on va utiliser, ce sont vraiment des signes issus de la LSF, donc langue des signes française. La raison principale, j'ai envie de dire, c'est par respect pour la communauté sourde. C'est super important de respecter leur langue et donc de ne pas modifier les signes. Et puis c'est comme quand je parle en fait, quand je dis à mon ami tiens, aujourd'hui t'es venu en voiture, je vais pas lui dire t'es venu en tuture quoi. Donc voilà, il y a pas d'intérêt en fait à modifier les signes et surtout les enfants sont complètement en capacité de reproduire les signes. La relation est beaucoup plus individualisée aussi avec cet outil-là. Quand je fais les signes avec le bébé, il y a aussi toute la question de la posture qui est super importante. Je vais me rapprocher du bébé, je vais donc me mettre à sa hauteur, je vais prendre le temps de parler puisque je vais dire est-ce que tu veux manger, est-ce que tu veux ton doudou par exemple. Je vais beaucoup mieux comprendre l'enfant. Un exemple, l'enfant a vu un chien passer, le chien s'est mis à aboyer, l'enfant a eu peur. Et si l'enfant il sait vous faire chien ou il sait vous faire peur, vous allez comprendre en fait, juste avec le signe que là il s'est mis à pleurer parce qu'il a eu peur du chien. Cet outil-là, il permet en fait au final dans la communication de rendre l'enfant acteur au même titre que nous, puisque du coup là je lui donne un moyen de communiquer et de s'exprimer. Il y a des petites graines qu'on plante par-ci par-là qui font que peut-être ça va cheminer quoi. Il y a un outil que j'utilise depuis plusieurs années qui s'appelle la communication non violente. C'est vraiment une méthode qui vise premièrement la coopération entre les êtres, tous les êtres vivants. Le respect aussi, donc il parle beaucoup du respect, donc du respect de soi mais aussi du respect de l'autre. Il y a cette idée aussi d'empathie. Il utilise une métaphore qui s'appelle donc le chacal et la girafe. Donc en fait, il dit que quand je suis en situation de communication non violente, donc je parle CNV, je suis une girafe. L'espace, on va dire, entre sa tête et son cœur est long. Donc ça lui laisse le temps de prendre de la hauteur sur la situation, d'analyser la situation, donc vraiment cette idée de prise de recul en fait. Le chacal, c'est celui plutôt qui va poser des jugements, qui va mettre des étiquettes, qui va être dans le tu-accusateur. La girafe, elle est dans le jeu. Donc la girafe, elle va parler de ses ressentis, de ses besoins, pour pouvoir s'exprimer à l'autre. Il y a 4 phases. C'est la première, je vais partir de l'observation des faits. Donc quand j'ai vu, quand j'ai entendu que... La deuxième chose, je vais parler donc de mes ressentis. Après, donc la troisième, c'est les besoins. Et la quatrième, c'est la demande. On va chercher en fait à exprimer nos ressentis, nos besoins pour pouvoir s'exprimer à l'autre et en tout cas pour que l'autre nous entende mieux plutôt que dans le tu. En fait, dans la communication non violente, il y a plein de choses. Ça a été magique tout de suite. De dire je ressens cette action comme si c'était forcément moins agressif que tu as fait ça. Et si on va agresser quelqu'un, on a face à soi quelqu'un qui va se fermer ou au contraire qui va attaquer. Du coup, la situation va pas s'améliorer. Tandis que en utilisant le jeu et en essayant de verbaliser aussi ses émotions, son besoin, on parle de soi et en parlant de soi, l'autre écoute.
La CNV, c'est vraiment je parle des besoins et des ressentis et c'est déjà très très bien. Et les enfants peuvent arriver à s'exprimer d'une manière beaucoup plus adaptée et beaucoup plus sereine. Après, je pense que tous les parents le savent, on se dit toujours oui, on fera ça quand on aura des enfants, et c'est jamais franchement la même. C'est jamais tout pareil. C'est un travail qui se veut pas du tout linéaire. On va faire des allers-retours, on va se casser la figure, on va se relever, on va avancer à tâtons. Si jamais à un moment donné je crie sur mon enfant, que je me fâche trop fort, que du coup, là, hop, mon truc de la paix, machin et tout, aujourd'hui c'était pas le cas. Moi, j'ai pas respecté mon intention de base qui était non-violence. Et j'en suis responsable. Parce que j'en suis responsable, j'en tire des conséquences et je répare. Là, j'ai crié, là, j'ai fait ça. J'aime pas. C'est pas leur faute, c'est que moi aussi, des fois, je sature et que ça peut arriver, que eux aussi ont le droit à l'erreur, qu'on fait tous des erreurs et que là, ça, c'était pas cool, qu'ils ont le droit de le dire, que j'ai le droit de le dire aussi, mais qu'on se trompe et qu'on apprend ensemble, et voilà. Et puis c'est pas la même chose de dire j'ai fauté et c'était pas bien et je vais faire mieux. Et oui, j'ai fauté. Quand on est en colère adulte, on est forcément plus ou moins violent. Et j'essaie d'éviter ça. Mais des fois, je me plante comme tout à chacun. Et quand je me plante, je m'excuse par la suite très fréquemment. Parce que s'excuser, c'est la base de la relation de qualité, je pense, avec un enfant. En fait, l'idée dans cette parentalité consciente, c'est justement de prendre conscience de ce qui se joue. C'est pas ne pas faire d'erreurs, c'est apprendre à les réparer. Quand je me plante, je pousse. C'est peut-être aussi lié à l'école. Mais on a intégré le fait que faire des erreurs, c'était pas bien. C'était un échec. Et puis voilà, point. Sauf que non, quand on fait des erreurs, on prend acte de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi comme ça? Quels étaient tous les facteurs? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pas que ça se reproduise la prochaine fois? Si j'ai les mêmes facteurs qui sont réunis. Si on ne fait pas d'erreur, on n'a pas de feedback. Si on n'a pas de feedback, on n'apprend pas. Reconnaissons qu'on a été faillible et que là, en effet, on s'est trompé. Et c'est OK, en fait, de se tromper. C'est juste que réparons. S'il y a bien quelque chose dans les violences éducatives qui sont dramatiques, c'est la non-réparation. Parce que ça veut dire qu'on a laissé en suspens et que ça, c'est la violence qui gagne. Avant de réagir sur quelque chose, c'est d'abord de mettre un peu de distance pour pouvoir avoir le temps de trouver la solution qui est la bonne. C'est la petite respiration qui va faire la différence sur votre réaction. Si ça continue à monter, on va dire que le premier réflexe c'est ça, c'est de me mettre à côté de moi et de voir comment je me regarde en train de faire les choses. Puis sinon, je vais faire un tour, j'ai un grand jardin, je vais faire un tour, je respire, je vais voir mes arbres, je vais regarder mes petits oiseaux, ça m'apaise et je rentre et ça va mieux. Pour éviter que ça s'envenime, je quitte la pièce. Pour l'instant, j'ai pas forcément trouvé mieux que respirer, verbaliser, être à l'écoute de signaux physiques. Juste de me vider la tête moi et de pouvoir revenir après. On sait qu'un enfant, plus il est petit, par exemple, plus il a du mal à se réguler, c'est-à-dire à contrôler son comportement, à contrôler ses émotions, à contrôler son attention. C'est vrai que plus ils sont petits, plus ils ont des comportements qui sont très explosifs, très impulsifs, et donc très durs à gérer pour les parents. Une des missions primordiales quand on est parent, je pense, c'est être capable de reconnaître ses émotions et de pouvoir en parler pour pouvoir justement leur offrir ces outils-là pour que eux soient capables par la suite d'exprimer leurs propres émotions. Je suis en colère, je suis triste. Je me sens un peu triste d'avoir fait la chose, de l'avoir contrariée. Émotion, ça vient du latin emovere et ça veut dire se mettre en mouvement. Notre corps réagit en exprimant des émotions. C'est pour se mettre en mouvement, c'est parce que il se passe quelque chose que mon corps m'envoie un signal. Et ça, c'est un langage, c'est quelque chose qui s'apprend. On est là pour ça, pour les guider à travers leurs émotions. L'accompagnement, c'est ressentir, c'est nommer, c'est dire qu'il y a une émotion qui vient, elle vient me visiter, elle vient me dire bonjour.
Je suis content ou pas qu'elle soit là parce qu'elle est plus ou moins agréable. Et puis après, elle s'en va. Ne pas juger l'émotion de l'enfant, lui dire que, encore une fois, il a le droit de ressentir ça. Quand on veut accompagner un enfant dans ses émotions, c'est pas le mettre face à un thermomètre des émotions ou face à une roue des émotions où il doit forcément nommer ou lui parler. L'accompagnement des émotions, finalement, c'est la vie de tous les jours. C'est soit, en tant qu'adulte, lui dire « Voilà, moi je me sens comme ça aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé ». Et il n'y a pas forcément des choses qui sont très formelles, toujours. En colère et frustré, les deux. Frustré et en colère, et aussi fâché en colère. Et pleurer est essentiel en fait, parce qu'on sait aussi que plus on pleure de l'intérieur et plus ça va bloquer le passage vers l'amour. Et la relation d'amour, elle est belle, elle est grande, elle est universelle et elle est inarrêtable en fait. Il n'y a que nous après, en tant qu'adultes, qui pouvons choisir de bloquer, de ne pas accepter cet amour pour se protéger, parce que ça fait trop d'un coup, ou alors de se laisser vraiment porter par et d'ouvrir le cœur. Et essayons de laisser ouvrir les portes, parce que pour eux, il n'y a pas de frontières en fait. Les frontières, c'est vraiment nous qui les dressons en tant qu'adultes, mais eux, en tant qu'enfants, la frontière, elle n'existe pas. Enfin, je ne pouvais pas accompagner les enfants dans leurs émotions si je ne faisais pas ce travail sur moi en amont. Et je ne pouvais pas leur dire quelque chose que je n'étais pas capable de faire. Alors, il y a une situation qu'on rencontre beaucoup en tant que parents, tous autant qu'on est, c'est quand notre enfant est en colère devant nous, ça va faire immerger chez nous une colère assez similaire et surtout des fois une réaction aussi potentiellement d'agressivité. En fait, on sait que la vision de quelqu'un qui est en colère, avec un faciès de colère, provoque chez nous une réaction de rejet, voire d'agressivité. Et donc, à ce moment-là, c'est la porte ouverte, en fait, aux violences familiales. On risque de violenter l'enfant quand on se sent nous-mêmes très en colère à l'égard de l'enfant. Parce qu'en général, ça monte pour les deux, hein, avec cette histoire des neurones miroirs, en fait, qu'il y en a un, quand l'un monte, l'autre va monter. Et donc, comment faire pour ne pas tomber là-dedans? Déjà, c'est très compliqué. C'est souvent aussi des moments qui viennent réactiver des traumas qu'on a quand on était enfant nous-mêmes, avec des automatismes qu'on peut développer malgré nous. Alors, on sait très bien que c'est pas forcément les plus adaptés. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui vont marcher 8 fois d'affilée, la 9e fois ça va plus fonctionner et plus jamais d'ailleurs. Pour moi c'est ça le plus important en fait, c'est d'avoir un sac à dos rempli de diverses choses et se dire que en sortant tout du sac comme ça, au bout d'un moment, peut-être ce sera la chose dont ton enfant aura besoin à ce moment-là pour traverser. Aussi rêver, ça te ferait du bien? Ce qui est super important, c'est de permettre l'enfant d'aller jusqu'à la décharge. Faut savoir que dans une émotion, on a 3 phases. Donc on a la phase de charge. Donc la phase de charge, c'est quand l'émotion elle monte, ok. La phase de tension, donc là c'est ça en moi, je fais comme je peux. Et après on a la phase de décharge. Si je fais toujours charge, tension, charge, tension, charge, tension, à un moment donné, et ben ma cocotte minute ça va faire et du coup ça va exploser. Ça va monter, et ça va ressortir pire parce que il l'aura refoulé. On le voit déjà nous en tant qu'adultes, quand on fait ça, hein, charge, tension, le moindre petit truc, on va péter les plombs en fait. J'ai pas été jusqu'à la décharge. Et pour l'enfant, c'est d'autant plus important que lui ne régule pas ses émotions en fait. Il n'est pas en capacité au niveau de son cerveau de réguler ses émotions. Donc lui permettre de décharger le plus possible. L'idée c'est pas d'arrêter au plus vite, c'est d'arrêter efficacement. Donc d'accompagner, d'être là jusqu'au bout. Alors après, ça va être comment lui permettre de décharger, parce qu'effectivement, il y a plusieurs moyens de décharge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les manifestations des émotions. Par exemple, crier, pleurer, taper, ok, donc ça c'est des manifestations, des moyens de décharger, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de danser, on peut chanter, on peut faire du dessin, on a plein d'outils qu'on peut retrouver un peu partout et qu'on peut aussi créer. On peut créer, c'est un exemple, hein, mais des bouteilles sensorielles. On peut appeler ça aussi des bouteilles de retour au calme, mais vraiment pour que l'enfant puisse se poser. Dès tout petit, hein, ça fonctionne. Permettre à l'enfant de décharger d'une manière appropriée et adaptée par rapport à son environnement, par rapport
à son entourage aussi. Parce que des cris, des hurlements, des pleurs, ça va faire monter la pression de tout le monde en fait. Le meilleur moyen de ne pas juger les émotions d'un enfant, de ne pas se sentir trop agressé et impacté, à cause notamment de cette histoire de neurones miroirs, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est le fait de renvoyer ce que la personne est en train de te dire en face. Mon frère, il fait que parler en boucle et c'est vraiment énervant. Tu te sens contrarié quand il te parle en boucle, quand il parle tout court en boucle? Oui. Il fait que parler, je n'entends que lui et c'est surtout, il parle en boucle quand je parle avec mon autre frère. Surtout. Il parle en boucle quand tu parles avec ton autre frère? Oui. Du coup, on peut pas discuter avec mon autre frère. Vous n'avez pas l'espace pour discuter avec ton autre frère? Peut-être d'en parler un peu? Oui. C'est déjà ça. Et du coup, si jamais on a une posture calme, une respiration lente, si on a une voix douce, il y a plus fort à parier que la personne en face s'apaise parce que du coup, ce qu'on lui renvoie, c'est le calme, la sérénité. En fait, c'est finalement apprendre à connaître son enfant dans ses particularités, dans sa personnalité, finalement apprendre à se connaître soi-même et donc du coup apprendre à se comporter avec l'enfant et apprendre l'enfant à se comporter avec nous. Puisqu'on est à la hauteur de l'enfant, qu'on le regarde dans les yeux, qu'on est avec lui et qu'on compatit sincèrement à ce qu'il est en train de vivre, qu'on ne rejette pas ses ressentis, on fait preuve d'empathie. La capacité de ressentir avec l'autre, de comprendre l'autre. Convoquer son empathie à ce moment-là, c'est aussi réussir à créer un lien à un moment où c'est vital, parce que si jamais à ce moment-là on rompt le lien et qu'on devient deux camps l'un contre l'autre, c'est là qu'il y a plus de probabilité pour qu'on se mette en colère, qu'on devienne violent et qu'on prenne cette posture ascendante de l'adulte. L'empathie doit être vraiment au cœur de cette relation et dans les deux sens, c'est-à-dire on apprend à être empathique avec l'enfant, on apprend à être empathique avec soi, c'est-à-dire ne pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et du coup, de ce fait, on apprend aussi à l'enfant à être empathique avec nous-mêmes et du coup avec lui-même aussi. Et du coup, voilà, c'est un cercle vertueux, si je puis dire. C'est pas grave, t'as rien du tout. Est-ce que tu as eu mal? Tu as dû avoir peur, c'était une sacrée chute pour toi. Est-ce que tu as besoin d'un câlin? Globalement, le dessin, moi, me permet aussi, même si c'est drôle, que c'est coloré et tout ça, de digérer des choses que j'ai vécues donc, dans l'éducation que j'ai reçue. Ça me permettait de ne pas être obligée de taper du poing sur la table en plein repas de famille en disant arrêtez de dire ça à notre enfant. Je me suis rendu compte à ce moment-là que le dessin vaut 1000 mots, etc. portait bien ses fruits et que ça aidait d'autres familles en fait à faire passer le message elles aussi auprès de leurs proches. Je voulais que les personnes que ça pouvait intéresser puissent mettre le premier pied sur la marche de long escalier de la déconstruction autour de l'éducation des enfants à travers le dessin, parce que du coup, si ça nous intéresse, je pense qu'après ça peut donner envie d'aller lire d'autres choses plus étayées, plus étoffées. De manière générale, on sait que plus un enfant est puni de manière fréquente, plus ça augmente son niveau de stress, de frustration, plus ça détériore la relation avec l'adulte et plus ça va augmenter chez lui la fréquence des comportements indésirables de style l'agressivité, l'impulsivité ou la transgression. Et donc dans les recherches, on voit que les éducations qui sont très punitives, très répressives, augmentent les troubles du comportement chez l'enfant et rendent l'enfant de plus en plus dur à vivre. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc l'idée ce serait de diminuer l'usage des punitions. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place des punitions? Si un enfant dans la fratrie, je sais pas, 3 ans, passe son temps, quand il voit un jouet qui l'intéresse dans les mains de son frère, il va arracher le jouet au lieu de demander, ce qui occasionne un conflit, ils se disputent tous les deux, ça on connaît tous très bien par cœur la suite. Le réflexe d'un parent, ce serait peut-être de punir l'enfant qui a arraché l'objet des mains. Et du coup de le mettre au coin, dans sa chambre, je ne sais quoi, de le punir. Est-ce que c'est une solution efficace? On voit que non, parce que généralement, on voit que ça va augmenter au contraire sa frustration et la fréquence des conflits dans la fratrie. Ce
Ce qui serait intéressant comme alternative, c'est non pas de punir l'enfant qui a eu le comportement indésirable, inadapté, mais plutôt de lui apprendre à faire autrement. On va par exemple lui demander à son frère le jouet. S'il n'y arrive pas, on lui montre comment faire. On lui dit voilà, tiens, tu peux me donner le jouet ? On tend vers l'enfant, on peut faire un sourire avec. On voit que l'interlocuteur, il donne plus facilement le jouet. Et en fait, à force de montrer à l'enfant comment demander le jouet à son frère, quand l'enfant le fait lui-même, par imitation, parce que c'est un grand vecteur d'apprentissage, l'imitation chez l'enfant, dès qu'il y a ce comportement-là, on va le renforcer, c'est-à-dire on va l'encourager. Ce qu'on appelle, nous les psys, le renforcement positif. On va lui dire « Oh, c'est super, regarde, t'as donné le jouet, regarde, tu as demandé le jouet et tu l'as donné. » Même si au moment présent on n'y arrive pas, et ben peut-être que la fois d'après on s'en rappellera. On se permet beaucoup de choses avec les enfants. Généralement, dans notre société, on se permet beaucoup de choses avec nos enfants en se disant de toute façon, c'est des enfants, presque en fait je suis son parent, donc l'amour est acquis. L'enfant est un être humain à part entière et du coup, il a son mot à dire parce qu'il a des droits, il a des responsabilités et des devoirs lui aussi de vivre sa vie d'enfant, notamment. Que les enfants prennent conscience qu'ils ont des droits, pour leur montrer qu'ils ne sont pas des sous-individus, des sous-humains. Non, ce sont des individus propres, avec des besoins propres, avec un développement propre à prendre en considération. Être considéré comme une personne à part entière. Être moi et seulement moi. Et donc, on peut discuter ensemble de qu'avons-nous envie de vivre ensemble. Est-ce qu'on a envie de nourrir la violence ? Est-ce qu'on a envie de nourrir la joie, la paix, l'amour ? Est-ce qu'on a envie de nourrir tout à la fois ? Est-ce qu'on a envie de nourrir le respect ? Et du coup, c'est juste se mettre d'accord sur qu'avons-nous envie de vivre ensemble. On a tous, autant que l'on soit, même quand parfois on a recours aux violences dites éducatives, à aucun moment c'est un véritable choix. Je veux dire, aucun parent dit « chouette, j'ai mis une fessée à mon fils, que voulons-nous vivre ensemble ?» Et là, du coup, on prend en compte l'enfant. Tout ça, c'est bien joli, mais à mettre en pratique au quotidien, c'est hyper dur, parce que on est dans notre quotidien, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le moyen le plus efficace, ça va être de trouver des toutes petites choses, des toutes petites astuces, pas difficiles, pas compliquées, relativement simples pour soi à mettre en place, qui vont devenir des automatismes, qui vont être facilement intégrés et qui du coup ne seront plus une question. Donc dans le rock, en fait, on a essayé de travailler sur le fait de pouvoir rendre ça vivant et accessible à tous. Donc rock pour R, ralentir. Donc la première des phases, en fait, c'est déjà d'accepter de décroître, entre guillemets, d'enlever la pédale d'accélération. Le O pour observer, donc pour faire un état des lieux finalement, juste observer ce qui se passe, sans réagir ou agir. Ensuite, on a le C de conscientiser. Donc après avoir eu ces informations, on est en train de passer ça à la moulinette. Ok, quelles informations j'en tire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'ouvrir comme porte? On est en train donc d'aller chercher de l'information. Donc le deuxième C pour faire un choix. Donc avec toutes ces données, le fait d'avoir ralenti, observé et conscientisé, on peut faire un choix qui va respecter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est pas celui du voisin, c'est pas celui de la société, c'est le nôtre. Une fois que vous avez choisi, donc vous êtes mis en mouvement, nous avons le cas de koala, qui est du coup la célébration. Car le koala, quand il se met en mouvement, il est passé par plusieurs étapes et donc on tient à mettre de la joie dans cette société, de la joie dans notre quotidien pour célébrer toutes les étapes que nous avons faites au préalable. Parfois, il faut savoir aussi être créatif et du coup se créer ses propres outils. C'est pas dans les livres, il n'y a pas de recette magique. Et oui, et tu te rappelles quand on avait décidé d'essayer de se donner des mots ?
Oui. Et tu te rappelles du mot qu'on avait choisi pour moi? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. C'est vrai que c'est pas le mot le plus simple, comme une incantation magique. Si on a choisi ce mot, c'est parce que c'est le mantra que je me répétais quand j'étais en train d'enfanter. C'est la phrase qui vient me rappeler ce que je veux incarner en tant que mère. C'est le mot qui veut dire « Je te vois, maman, tu es en train de te mettre en colère. Reprends-toi, tu peux le faire, j'ai confiance en toi, tu es puissante et je t'aime. » Vraiment, c'est une phrase magique pour moi. J'encourage tout le monde à trouver la sienne, à se l'approprier. Si vous êtes une famille, vous pouvez inventer ces mots. Pour désamorcer les conflits, par exemple, ou empêcher la colère de s'en prendre sur nous. Mais il faut savoir que même si on est expert de la question, on est quand même très vulnérable en tant que parent. Il y a des moments aussi où on n'arrive pas à garder notre calme, on n'arrive pas à appliquer ses conseils. Et en fait, dans mon quotidien, en tant que maman d'enfants de 4 ans et 7 ans, donc encore en bas âge, je remarque qu'il y a des facteurs, des contextes qui sont beaucoup plus vulnérabilisants que d'autres. Ces contextes, comme tout le monde, contexte de fatigue. Plus on a de fatigue accumulée, plus on est fatigué, moins généralement on tolère la frustration, moins on régule bien nos comportements et nos émotions. Et le deuxième facteur qui est défavorable aussi, chez moi, mais comme chez tout le monde, ça reste aussi la glycémie qui baisse. En fait, on voit que plus on a faim, plus la glycémie est basse, plus l'humeur est mauvaise, moins on tolère la frustration, et du coup, moins on tolère les comportements des enfants, moins on gère nos émotions, et moins on est empathique envers l'autre. Si on y pense, quels sont les moments dans la journée où c'est les moments critiques? Quand je suis fatiguée, quand j'ai passé une journée horrible au boulot à devoir utiliser toute ma propre patience pour les enfants des autres et que je reviens à la maison et qu'on me demande encore de la patience et que j'en ai plus. Ce que je me rappelle, c'est qu'effectivement, souvent, j'étais pas disponible lorsque les conflits arrivaient et que je sortais de mes gonds et que parce que comme j'étais pas disponible, ça m'énervait. Comme l'enfant n'arrivait pas à connecter que j'étais pas disponible, je m'énervais encore plus. Et puis au lieu de lui expliquer que j'étais pas disponible, oui, si, je le faisais 1 fois, 2 fois, mais au bout de 3 fois, ça tombait. Donc toute ma journée, je prends sur moi au niveau de la patience, m'occuper d'autres enfants. Arrivé le soir, mon réservoir de patience personnelle et mon réservoir affectif, il est bien vidé. Et donc forcément, je suis moins patiente. Chez moi, dans ma famille, c'est quand il y a surstimulation. Donc les repas, globalement. Il y a trop de sons, il y a trop de mouvements, trop d'humains aussi probablement. Et du coup, on a mis en place des petites stratégies. J'utilise un casque anti-bruit, ça atténue le son. On signe un maximum aussi. Le fait que mes enfants puissent signer naturellement encore de l'eau, encore du pain, ça nous a aidés. On est humain, donc il y a concrètement tout ce qui est fatigue et tout ce qui tourne autour qui font que des fois on parle à nos enfants, on fait des choses et on se dit non mais qu'est-ce que je fais? Là c'est pas possible, ça sort de tout ce que je veux leur apprendre. Ce qui fait que du coup, pour éviter de réagir à chaud, de m'en vouloir parce que j'ai crié, que je me suis emportée et que j'aurais pu éviter ce moment-là, j'ai fait en sorte que les moments critiques de la journée soient un petit peu moins critiques. Et en faisant des aménagements adaptés à nous, à nos besoins, à notre famille. Et petit à petit, je pense qu'on va vers du mieux. Toutes les personnes ont un diamant dans la vie. Quand on fait de la violence, le diamant se fissure un peu. Et dès qu'on fait hyper beaucoup de violence, le diamant peut se briser. Si on laisse le temps, eh bien, le cœur le régénère et tout le monde est heureux et ne tape plus. Ce que mon enfant exprime avec sa poésie du haut de ses 6 ans, c'est que la violence a un impact physique et émotionnel sur les humains. Et la violence, elle abîme ce trésor. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se répare. Les blessures peuvent être pansées. On peut empêcher nos diamants intérieurs de se briser si on prend le temps d'en prendre soin.
avoir l'espace physique et psychique de guérir son passé, ses traumas, son histoire, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on réagit comme ça. Parce que ce serait dommage de reproduire et d'impacter nos enfants à leur tour. Ce serait bien que nos traumas, nos violences, nos cycles transgénérationnels s'arrêtent ici avec nous parce qu'on l'a décidé. Plus on sera ouvert à l'idée de désapprendre, de réapprendre, de retransformer ses croyances pour pouvoir être en lien avec l'enfant, être dans le respect de l'humain et du vivant, et plus l'enfant lui-même aura ces capacités-là, puisqu'on s'inspire les uns des autres, et puisqu'ils reproduisent ce qu'ils voient. Si dans nos échanges, il y a du respect, de la bienveillance, de la communication, de l'écoute, alors on peut espérer que nos enfants, à leur tour, grandissent dans le respect, dans l'écoute de leurs sentiments, de leurs ressentis, de leurs émotions, et qu'ils soient capables de communiquer sans violence, avec empathie, avec douceur. Voilà, je sais d'où je viens. Je suis très reconnaissante pour mon chemin et pour tout ce qu'on a pu m'apporter. Mais moi, j'ai envie d'avancer sur mon propre chemin. Entrer dans cette déloyauté-là, c'est quand même un exercice qui est super difficile, et surtout pour que nos parents comprennent qu'en soi, c'est pas contre eux, c'est vraiment pour nous. Même si je sais que les deux couples de parents d'ailleurs ont toujours fait de leur mieux possible, c'était très dur pour moi de faire comprendre que nous on faisait pas comme ça. Et ça, au tout début, j'avais besoin de me rattraper, de me rassurer avec les neurosciences, avec les écrits théoriques et tout. C'est écrit noir sur blanc que ça c'est pas bon pour eux. Donc si jamais, par malheur, ça arrive dans ma parentalité, j'ai raté. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Et dans ces cas-là, je me violentais beaucoup. La vie, c'est pas un livre. Je peux pas lire un livre en disant voilà, si j'applique ça sur mon enfant, alors que l'enfant ne correspond pas à l'enfant type, il n'y a pas d'enfant type. En fait, tu te fourvoies parce que du coup, si tu te braques sur oui, mais dans le livre, ils avaient dit qu'il fallait faire ça quand l'enfant fait ça, en fait, tu te mets plus en attention à comment tes enfants évoluent, comment la société évolue aussi. J'ai voulu tellement bien faire que je me suis perdue au passage. J'ai pas écouté les signaux de mon corps. Je me disais vraiment, c'est pas grave, c'est plus important. Ils avaient tous les trois besoin de moi. Et j'étais pas là pour eux. Parce que à trop vouloir bien faire, je m'étais complètement vidée. Ça fait pas de nous des mères extraordinaires que de tout faire toute seule, de tout tenir à bout de bras et de s'épuiser à la tâche. Ça fait pas du tout de nous des filles incroyables ou des pères incroyables. Ça fait juste de nous des adultes pétés, quoi. On peut pas s'oublier. Avant d'entrer dans la parentalité, j'avais toute une idée de ce que représentait une mère, notamment par rapport à ma propre enfance, mais aussi à tout ce qui nous entoure. Pendant ma grossesse, j'aurais pu te dire que le rôle de mère, c'était d'être là pour son enfant, de tout faire pour lui. Et pour moi, la mère, c'était vraiment le modèle, la personne forte, qui a toutes les réponses, qui a toujours raison, qu'on remet jamais en question. Et quand je suis devenue maman, je me suis bien rendu compte que cette place n'existait pas, que mon enfant allait me confronter, qu'il allait me bousculer. J'ai été déboussolée en fait. C'est hyper difficile à exprimer, mais c'est comme si il me manquait de respect juste en étant lui. Alors là encore, c'est super compliqué la notion de respect parce que moi-même j'ai du mal à savoir ce que je cache derrière ce mot. Puisque je faisais l'amalgame entre être respectée en tant que
parent, individu, femme, humaine, enfant, et l'autorité, ça fait que quand je me sens pas respectée, j'ai une crise d'autorité. Je pense pouvoir en fait accéder au respect, que mes enfants me respectent, en étant autoritaire. C'est très rigolo ce que je fais avec mes mains parce que c'est hyper parlant. Ça me permet d'avoir ce que je voulais obtenir. Mais il ne s'agit pas de respect, c'est pas ça le respect. Lorsque je respecte l'écosystème et la biodiversité, je respecte l'enfant que j'accompagne en respectant ce qui se passe à l'intérieur de moi. Être centré sur son besoin pour être en relation à soi et donc en relation avec l'autre et à ce qui se joue entre nous. Et donc en ça, je ne peux pas être violent. C'est pas logique puisque je suis en connexion, je suis en relation. Je pense que la violence, elle s'insère lorsqu'on coupe cette connexion en fait. Et là, je me suis dit, bon, ça fait mal parce que il fait comme toi, comme moi quand j'étais petite et où je recherchais simplement à être moi. Et cette volonté que j'avais de vouloir être grande et de vouloir être libre, ben finalement, j'étais en train d'en priver mon propre enfant. Je souffre pas de qui il est lui. Je souffre d'attendre quelque chose de lui. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on doit être assez doux envers soi-même pour ne pas culpabiliser si on n'est pas parfait, parce que on ne l'est pas et on ne le sera jamais. Et c'est là, en fait, que je vais prendre conscience d'à quel point je suis violente envers moi-même, d'à quel point je suis injuste. Plus que d'être non-violent, c'est vous respecter vous, en fait. Parce qu'en commençant par respecter soi, on a souvent la bonne réponse après pour respecter l'autre et du coup avoir une relation bienveillante pour tout le monde. On a tendance à culpabiliser beaucoup de ne pas entrer dans ce qu'on attend de nous, dans ce que la mère parfaite pourrait faire, dans ce que le couple parfait pourrait faire, dans ce que ma projection que j'ai de moi, mon propre idéal serait. Il y a vraiment quelque chose que j'aime bien rappeler aux parents, j'aime bien marteler vraiment sans cesse aux familles, ne serait-ce que pour enlever un peu de pression et de perfectionnisme, c'est qu'il y a un monde, vraiment un monde entre la théorie et la pratique. Il y a un monde réel entre le parent que vous voulez être par rapport à vos lectures, vos formations, et le parent que vous êtes en réalité. Vous ne serez jamais le parent que vous voulez être, jamais. Vous ne serez jamais ce parent-là, mais c'est pas grave. Alors ce que je pense en tant que parent, c'est difficile quand on se pose des questions de se dire en fait, ce qu'on fait depuis le début, c'est de la merde, là. Ça reste compliqué, donc on dédramatise un peu les choses, on essaie de les amener à trouver une solution qui leur convient aussi. J'étais en pleine thérapie, là je suis en train de me réparer de toutes les failles que j'ai, c'est hors de question que je donne les mêmes à ma fille. Tu rattrapes ce dont t'as manqué avec elle, et alors que c'est pas ce dont elle avait besoin, parce qu'elle avait pas souffert de ce dont j'ai souffert, donc elle avait pas besoin d'être réparée, c'est moi qui avais besoin. J'avais plus cette vision de maman parfaite qui fait tout avec son enfant, qui fait des super activités parce qu'elle est toujours open avec le sourire. Mais ça nous arrive de déraper dans ces cas-là. Comment on se sent? C'est ça. Le premier sentiment, c'est la culpabilité tout de suite. Pour moi, culpabiliser, c'est pas... Enfin, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Quand je culpabilise, oui, c'est une émotion qui n'est pas agréable, mais je me dis que si je culpabilise, c'est que ça vient toucher quelque chose et que du coup après je peux travailler sur ce pourquoi je culpabilise, essayer de changer. Après il faut évidemment que ce soit des choses sur lesquelles je puisse avoir un impact. Il y a une nuance entre ressentir de la culpabilité et s'auto-flageller, se dévaloriser, et que ça ait un réel impact sur son estime de soi en tant que parent et en tant qu'humain. Pour moi, la culpabilité à outrance, quand tout est prétexte à se culpabiliser, c'est hyper toxique. Et ça ne nous permet pas du tout d'avancer. Il faut réussir à faire le tri entre la théorie et la pratique, et on fait tous au mieux. Je me rappelle que je suis prête à changer, je suis prête à apprendre, je suis prête à me former, je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour être la meilleure maman possible. Pas une maman parfaite, mais la meilleure maman possible. Si vous n'êtes pas le parent que vous voulez être, c'est pas grave. C'est pas l'idéal, mais ce n'est pas grave. Mais surtout, dites-vous bien que tout ce qu'on dit sur les violences éducatives, qui sont d'ailleurs pas éducatives, les violences infligées à l'enfant, les violences ordinaires infligées à l'enfant, tout ce qu'on dit à propos d'elles, elles deviennent défavorables à l'enfant. Elles deviennent toxiques quand elles sont répétées
et ou quand elles sont intenses. Et surtout quand elles s'inscrivent dans une parentalité qui est très punitive ou répressive. Si vous êtes un parent classiquement plutôt bien traitant habituellement et que vous dérapez de temps en temps, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi, c'est ok, parce que c'est beaucoup moins fréquent que d'autres familles. Donc vraiment, relativisez par rapport à ce point-là, et si vous n'arrivez pas à être le parent que vous voulez être, et si ça vous porte préjudice pour vous-même, faites-vous accompagner pour vous sentir un peu mieux dans vos baskets, mais vous ne serez jamais ce parent-là, et c'est pas grave en fait. En me réparant, je me suis permis d'être pas parfaite, et que ça soit ok, et apprendre du coup à m'excuser, à me pardonner à moi-même de pas être idéale parfois. Et je pense que le plus important, c'est pas d'être carré, enfin de jamais avoir un mot plus haut que l'autre. Des fois, oui, ça m'arrive comme à tout le monde, des fois on n'en peut plus et on a juste envie de crier. Et je pense que, pour moi en tout cas, le plus important, c'est de reprendre après, avec mes enfants. Quand je vois parfois que j'ai besoin de cette douceur envers moi-même, j'utilise l'outil Ho'oponopono. C'est une coutume hawaïenne en fait qui permet de rééquilibrer les choses. On utilise 4 mots: désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée, c'est pour dire que je reconnais le conflit. J'en prends conscience, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit de moi à moi ou dans la relation à l'autre. Pardon. On se pardonne d'avoir attiré cette situation. Parce que même dans un échange où ça va pas être nous qui allons être responsables, comme on est l'acteur de sa vie, c'est bien de prendre cette responsabilité-là plutôt que se positionner en victime. Merci, c'est de la gratitude, un mot pour pouvoir exprimer qu'on a conscience et qu'on va faire un pas vers quelque chose de meilleur. Merci pour ce moment-là, même s'il est inconfortable, puisqu'on apprend dans ces expériences. Grâce à ça, on va pouvoir agir, on va pouvoir prendre le pouvoir. On est reconnaissant pour ça. Et je t'aime, c'est un message d'amour inconditionnel envers soi-même. Nous, on a besoin d'amour. Cette relation est toujours en train de se forger. Et rien n'est jamais irrattrapable. Moi, j'ai rattrapé des choses avec mes parents au bout de 30 ans. Enfin, il faut jamais se dire de toute façon le mal est fait, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai parce que déjà, en tant qu'enfant, il y a vraiment cet amour inconditionnel de l'enfant qui va toujours trouver des excuses à son parent. C'est important de l'entendre parce que quand on a l'impression d'avoir failli, on a passé, une journée épuisée où on a beaucoup crié et que tu prends quelques minutes le soir pour aller parler avec l'enfant, même lui expliquer dans quelle situation tu t'étais retrouvée. En fait, l'enfant, il finit toujours par un câlin. Et moi, je me rappelle que dans les moments où mon père, en l'occurrence, s'excusait ou en tout cas me formulait une forme d'excuse, le seul truc que j'avais en tête, c'était j'avais juste envie de lui dire mais je t'aime tellement. Et alors c'était un truc que j'étais incapable de dire en temps normal et même parfois il y avait plein de moments où j'étais en colère contre lui. En fait d'un seul coup tout retombait parce que je me disais le parent est en train d'essayer de chercher à créer du lien avec moi, etc. C'est ça qui est fascinant aussi, c'est que c'est pas une relation qui est acquise à aucun moment. Il y a plein de surprises, il y a parfois des mauvaises surprises aussi, mais il y a plein de surprises. Et moi ça m'apprend juste qu'en fait je sais que dans 1 an, 2 ans et encore plus dans 10 ans, je serai pas la même mère que je suis aujourd'hui. Je serai pas la même femme d'ailleurs. J'ai tellement déconstruit ce truc de l'enfant qui manipule que je vois vraiment l'innocence de l'enfant dans toutes ses actions et c'est pour ça que pour moi c'est plus facile de pas mettre en condition cet amour. Par contre ça m'empêche pas de pouvoir être très en colère contre eux, voire leur en vouloir à des moments sur des comportements qu'ils ont et que je trouve pas très juste ou quoi. L'amour inconditionnel est là, mais j'ai peur que dans sa tête il ait disparu à ce moment-là. Et d'ailleurs c'est des conversations qu'on avait beaucoup sur je t'aime même quand je suis en colère contre toi. Et ça c'est un truc que ma fille, dès qu'on est fâché, elle a besoin, tu vois, elle va rouvrir la porte, elle va juste dire on s'aime toujours hein. Et du coup j'ai dit oui mais toujours, même quand je suis fâchée contre toi je t'aime. Et même elle maintenant quand elle est fâchée contre nous, elle a besoin de venir nous dire même si je suis fâchée je vous aime. Quelle que soit l'émotion que je ressente dans telle ou telle situation, ça remettra jamais en cause cet amour. Et du coup je pense que moi ça m'a vachement fait du bien ce truc parce que c'était plus cette peur que l'enfant se sente pas aimé. Et du coup le truc parce que je me projetais moi-même en tant qu'enfant qui avait eu peur de pas être aimé quoi. Pour moi, l'amour pour eux en tout cas, il est acquis, tu vois. Et
Je me pose plus la question, enfin je me dis pas qu'il y a un moment où je vais plus les aimer quoi. J'ai envie de leur dire. Tu peux le dire. Et je serai toujours là pour eux. Mon rôle de mère, actuellement, je le vois plus dans l'accompagnement de ce qu'il est là, sans anticiper ce qui sera forcément plus tard. J'ai beaucoup été dans l'anticipation, et en fait, non, c'est plus le plus important, c'est être le phare. C'est oui, tu peux partir en mer, vas-y, va, apprends, mais si t'as besoin, tu sais que tu peux revenir ici, quoi. Mais le phare, il est là pour... voilà, c'est ça, c'est un point d'attache, c'est pas quelque chose qui va te dire où aller. C'est quelque chose qui va te dire où revenir si tu as besoin. C'est pas toujours facile, mais j'essaie. Du moment qu'il y a le fond, c'est-à-dire une base d'amour pour pouvoir se développer, peu importe qui nous sommes, peu importe notre passé, peu importe ce qu'on va vivre dans le présent, en fait, du moment qu'on sait qu'on a cet amour qui est vraiment inconditionnel et cette base qui est énorme, qui est là, c'est un peu notre porte de sécurité, c'est notre porte d'attache. Et donc, une fois qu'on sait qu'on est rattaché à ce réservoir immense qui est l'amour, on peut partir dans toutes les conquêtes du monde. On est serein et confiant. Il y a plein de choses sur lesquelles je dois travailler, il y a plein de choses sur lesquelles c'est difficile encore, mais par contre, dans ma parentalité, je suis extrêmement sereine. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune erreur qui n'est pas rattrapable, et en fait, j'essaie de faire du mieux que je peux, et ce mieux-là, en fait, il est suffisant parce que je ne peux pas faire plus que ça aujourd'hui. Et c'est très doux, et d'avoir ce regard-là, du coup, sur ma parentalité, ça me permet de poser un regard très doux sur moi, et d'avoir vraiment pris confiance en moi. La différence entre être que mère, et du coup, juste regarder quelle mère je suis, ça ne collait pas. Alors que être mère et femme, et ben en fait, tout s'est mélangé. J'essayais de valoriser la mère que j'étais, et du coup, ça valorisait la femme que j'étais. En règle générale, lorsque je fais un échec aujourd'hui, je me dis, je suis pas contente, j'ai pas réussi à faire ça. Mais je dis plus que je suis nulle. Avant, c'était j'ai failli, mais ça veut juste dire que je suis pas une bonne mère. Et je m'intégrais ça à l'intérieur de moi. Alors que maintenant, je me dis j'ai failli, bah, c'était une mauvaise journée. Ok, ça y est, j'ai conscientisé. Là, je prends le pouvoir, je me responsabilise sur ce qui est en train de m'arriver. On va vraiment s'abreuver d'amour. Pour que ce soit plus simple, moi j'aime bien imaginer que je communique avec ma petite fille intérieure. Donc en fait, me voir sous une apparence, on va dire, innocente d'enfant, m'aide à être plus encline à avoir de l'amour pour moi. Quand j'ai plongé en burn-out, je me suis mise à peindre des scénettes qui représentaient moi et moi quand j'étais enfant. Plus précisément, mon enfant intérieur. J'ai pris soin de penser cet enfant blessé qui était à l'intérieur de moi. C'était des petites bulles créatives qui m'ont fait du bien. Le dessin, pour moi, c'était aussi quelque chose de réparateur pour la petite enfant en moi. Et plus j'explorais ça, plus je ressentais en moi comme des paroles libératrices. Tous les jours, je faisais une méditation, une visualisation où réellement je m'imaginais en train d'aller lui parler, la câliner. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Je peux aussi parler de mon enfant intérieur, la petite fille, la Aurore que je suis en petite fille, et lui dire, bah, tu vois, là t'es en colère et tu as le droit d'être en colère. Et en fait, plus je l'autorise à être en colère, plus j'autorise donc cette émotion, encore une fois, en moi, me traverser, et plus elle va disparaître en fait. J'avais besoin de ce petit sas imaginaire pour m'aider à formuler mes besoins. En fait, il y a quand même une question assez centrale dans l'accompagnement des enfants qui est celle des besoins. Il y a les besoins de l'enfant et il y a les besoins de l'adulte, celui qui l'accompagne. Tous les humains ont des besoins et ils ont besoin que leurs besoins soient assouvis afin de se sentir pleinement serein, pleinement épanoui. Il y a plusieurs catégories de besoins et c'est le fait de bien connaître ces catégories-là qui va nous permettre de savoir pourquoi est-ce que cette émotion-là est ressentie dans notre corps. En fait, c'est un signal, il y a quelque chose qui est désaxé. Par exemple, la première catégorie des besoins physiologiques, donc vraiment de base, c'est les premières choses qu'on va demander aux bébés quand ils pleurent. On va leur demander s'ils ont envie de manger, s'ils ont envie de boire, s'ils ont envie de dormir, s'ils ont fait pipi ou caca. Et ça va nous permettre du coup de répondre à leurs besoins primaires. Ensuite, le deuxième besoin majeur, c'est le besoin de sécurité. Tout ce qui va nous rassurer en fait et nous faire nous sentir sécures.
Et puis il y a le besoin d'appartenance sociale. Créer du lien, se sentir dans un groupe, recevoir de l'affection, recevoir de l'amour et être accepté tel qu'on est. Ensuite, on pourrait parler du besoin d'estime, donc le besoin d'estime de soi, le besoin de se sentir valorisé, ressentir qu'on est respecté. Et enfin, le besoin de réalisation, ça va être le besoin d'alignement, le besoin de se sentir à sa juste place. Et pour les enfants, c'est pareil, ça va être les passions, les centres d'intérêt, ce qui leur donne envie de se lever le matin et de faire plein de choses. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'enfant, il n'est pas capable de décaler son besoin dans le temps. Alors, normalement, l'adulte est capable de différer ses besoins. Mais, comme on nous apprend qu'un enfant, il ne peut pas, d'un point de vue maturation du cerveau, c'est pas possible pour lui. Nous, comme on est adulte et comme on est capable de pouvoir différer en cas de problème, on pense qu'il faudra forcément se mettre entre parenthèses pour pouvoir répondre aux besoins de nos enfants. Moi, j'ai essayé de faire ça. Moi, j'ai essayé de faire toujours passer les besoins de mes enfants en premier en sachant pertinemment qu'ils n'étaient pas capables de différer. Et en me disant, mais moi, ça peut attendre 3 minutes. Mais moi, je peux décaler un petit peu. Mais moi, j'ai les ressources. Sauf qu'en vrai, je les avais plus, j'étais dans le déni total. Et ça a fait que pendant des mois, j'étais incapable de tenir l'espace de mes enfants. Que l'adulte, lui, il est capable, normalement, d'avoir des besoins qui peuvent être décalés dans le temps. Sauf que ce qui n'a pas été pris en compte dans cette équation, c'est que nous, on ne nous a pas appris à comprendre et reconnaître nos besoins. C'est ce qui va nous mener soit à du sacrifice, soit à de la violence, soit à une estime de soi hyper déplorable. Alors du coup, dans cette histoire, il nous manque une étape. Il nous manque celle où on se pose et qu'on se demande ce qui se passe. Avec par exemple les outils comme le bonhomme OSBD de la communication non violente, combinés à cette liste des besoins, et on va se dire, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ah, là ça vient de travailler, là il y a un truc là. Et le fait d'identifier son besoin nous permet de mieux gérer la relation. De toute façon, tout tient sur les besoins. Une fois que tu arrives à les identifier, tu peux expliquer pourquoi tu poses tes limites, et y compris les enfants d'ailleurs. Ma colère, elle est saine parce qu'en fait j'apprends à ma fille à se mettre en colère. Mes non, ils sont sains parce qu'en fait j'apprends à ma fille à placer aussi ses limites sur ce qu'elle n'a pas envie de faire. On peut arriver à faire redescendre notre émotion quand elle est très très forte en fait, parce que je la regarde et parce que je l'accepte en tant que telle. Je l'autorise à être, tout simplement, et à vivre, voilà, à vivre en moi, et je m'autorise du coup, moi, en parallèle, à la vivre. Le cadre de confort, c'est, je sais pas, tu vas mettre ton enfant dans un parc parce que, à barreaux parce que tu ne veux pas qu'il soit dans tes pattes et que tu veux pas forcément jouer avec ou t'en occuper. Le cadre de besoin, c'est mettre son enfant dans un parc à barreaux parce que tu as besoin d'aller te doucher et que tu veux pas, par exemple, qu'il lui arrive un truc à ce moment-là. Et vraiment, pour moi, il y a vraiment une énorme différence entre ces deux notions de cadre. Et du coup, j'ai trouvé que j'avais trouvé vachement de paix dans mon rôle parce que je me mettais moins la pression. Je me suis rendu compte que quand même ça portait ses fruits aussi. On nous a appris que forcément on enfante, on devient une super maman. Et du coup, la femme n'existe plus qu'en tant que mère. Mais si la maman, elle fait que s'oublier, elle fait que répondre toujours aux besoins des enfants, même si effectivement il y a des choses indispensables qui sont nécessaires et qu'on peut pas toujours différer, mais c'est aussi un modèle qu'on leur renvoie. Mais oui. Ça n'est quand même pas le modèle que je veux donner, comme tu dis, à mes filles, à mes fils. On nous demande de toujours penser à l'autre en fait, et de s'adapter à l'autre. Mais à un moment donné, je suis convaincue que si on ne prend pas soin de nous, c'est là où en fait il va y avoir quelque chose qui va s'installer. Soit on va être plus fatigué, soit on va tomber souvent malade, on peut tomber en dépression. Et donc voilà, prendre soin de soi pour moi c'est vraiment essentiel. On a besoin de se ressourcer pour pouvoir être en capacité de s'occuper d'eux. Prenons ce temps. Et alors cette question de comment je prends soin de moi. On ne peut pas prendre tout de suite un week-end aux Bahamas. Il faut trouver des choses plus accessibles au quotidien. Chacun a sa manière de prendre soin de soi.
Par exemple, pour moi, prendre soin de moi, c'est écouter de la musique, écrire, créer, d'être avec mon chat, voilà, de faire des câlins, d'aller dans la nature aussi. Discuter avec des amis, jouer aux jeux vidéo, enfin, utiliser ce qui vous fait du bien. Faire quelque chose qui nous recharge. Si jamais j'ai trop de temps pour les autres et pas assez pour moi, il y a un impact, quoi. Que chaque jour ait son petit bonheur qui vienne remplir la jauge. Comme dans les Sims, vous voyez. J'aime bien l'idée qu'on a notre jauge qui est remplie, verte, pleine de ressources. Là, on vit un moment de crise avec son enfant, notre jauge, elle est toute verte, toute remplie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a dit, toutes nos ressources sont accessibles. Elles sont juste là. On les sort, tac, 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 tac. Pendant la crise, ça va descendre. Parce que, on est empathique. Si on enchaîne sur notre crise, il reste plus que la moitié. Puis si on enchaîne encore sur notre crise, plus ça va, pire c'est, quoi. Donc l'idée, c'est de trouver un moyen de re-remplir petit à petit la jauge. Le calme, le fait que ça redescende, ça va re-remplir un petit peu. Peut-être que tu peux manger 2 petits grains de raisin, rien qu'un câlin. Des tout petits trucs. De prendre soin de soi, c'est aussi trouver mon équilibre. Et aussi juste rajouter la notion d'alignement. Est-ce que je suis alignée sur mon côté professionnel? Est-ce que je suis alignée sur mon côté perso? Donc perso avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis, etc. Est-ce que c'est ok pour moi en fait? C'est ce qui nous permet aussi de nous remettre en mouvement vers ce qui est juste pour moi à l'instant T. Ce qui est juste pour moi aujourd'hui le sera peut-être pas dans 3 mois, le sera peut-être pas dans 2 ans. Il y a des éclairs de fulgurance par moment où on se dit en fait, ouais, là je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma place, ça fonctionne bien, c'est fluide. Je me souviens vraiment de ce moment où je suis complètement dévastée parce que mon fils a 2 ans, que je connais, je les ai lus, les livres, j'ai assisté à ces conférences et moi je suis dans ma salle de bain enfermée, mon enfant qui cogne derrière la porte et qui dit « Je veux jouer, maman !» Et moi qui pleure dans la salle de bain et qui dit « Mais je ne peux pas !» Parce que là clairement, si j'ouvre la porte, en effet, je vais être violente. Parce que je suis épuisée, parce que je t'ai tout donné, parce qu'à aucun moment j'ai pu dormir, à aucun moment j'ai pu nourrir ce pourquoi je t'accompagne en fait. Et oui, ma réponse, ça a été d'envoyer un texto à 10 de mes merveilleuses âmes, sœurs et amies qui pouvaient nourrir le besoin de mon fils et mon besoin de repos. J'avais des personnes autour de moi qui osaient affirmer qu'elles s'enfermaient dans leur salle de bain pour hurler dans un coussin parce qu'elles en pouvaient plus. Et ça, c'était super nouveau au moment où moi j'étais jeune maman, d'assumer que c'était dur et que en fait, ce n'était pas que du bonheur, même si pour moi ça a été principalement ça, mais ça l'a été principalement parce que les failles et les difficultés, je les assumais totalement grâce à ces mamans qui ouvraient vraiment cette boîte de dialogue sur nos limites et sur la douceur qu'on devait avoir envers nous-mêmes. On a une vue duelle de la vie, on a une vue confrontatrice, comparative de nos actions. On a besoin d'être dans l'union, dans la réunion, dans la coopération, dans la collaboration, dans la co-création, dans la coparticipation. On a besoin de ça. C'est ça qui nous met en difficulté en fait, c'est qu'on nous a individualisés, on nous a séparés. On a le droit d'être ensemble vers une vie paisible, on a le droit d'être en paix en fait. Et donc, si je rencontre une maman qui fait des choix différents de moi, je suis en union avec elle parce que je suis connectée à ce qu'il y a de vivant en elle. Et en fait, son comportement, on ne peut pas le juger puisqu'on n'a pas mis ses chaussures pour marcher avec elle. On ne s'est pas levé dans sa vie avec ses valises, avec son vécu. On n'a pas fait ça. On parle du village pour élever un enfant, mais pas un village de « tu dois », un village de « je suis là, parle-moi, je t'écoute », même pas « parle-moi », juste « je t'écoute » en fait. Je peux plus te juger parce que je comprends que la vie parfois c'est vraiment pas facile et qu'on est tous
On a tous notre chemin. Enfin, celui qui me fait croire qu'il galère pas, je n'y crois pas une seule seconde. Ces groupes de parole, en fait, cette sororité qui est née un peu, le fait d'avoir des nanas qui assumaient des choses qu'elles pensaient être horribles et d'avoir plein de gens qui disaient oh, merci parce que moi je ressens la même chose et tout ça, et ben moi ça m'a vachement aidée parce que je me suis dit c'est ok, on est toutes ensemble. En fait, on galère tous. Et le jour où tu auras besoin d'aide, et ben je serai là. Alors, stop quoi. Stop, on se juge plus, on s'unit, on se parle. On est là, on est présent. Et ça, du coup, il n'y a plus de place au jugement. La solidarité, l'entraide, le soutien, c'est la base. C'est la clé de la réussite de notre humanité. L'amour entraîne l'amour et la violence entraîne la violence. Et ça, j'en suis convaincue. Je pense que dans mon cheminement, ce qui a été le plus important, c'est le lien avec d'autres personnes et du coup les échanges. En fait, j'ai plutôt envie d'encourager les gens à valoriser les autres personnes, valoriser en fait les exemples dans lesquels on a envie de piocher, parce que tu sais, le positif attire le positif, et je pense que prendre le temps de complimenter d'autres personnes sur des expériences qu'elles mènent, parce qu'en fait quand t'es parent, même quand t'as l'air sûr de toi, en fait tu doutes tout le temps, et quand des personnes prennent le temps de valoriser ce que tu fais, c'est trop important, je trouve, de faire ça. Ça fait du bien. On se lève tous et on dit ok, mon choix aujourd'hui est celui-ci, j'incarne ça aujourd'hui, j'ai envie, je mets l'intention d'être ça aujourd'hui. Parce qu'on est tous là, sur cette même planète, pour grandir ensemble, pour évoluer ensemble. On grandit ensemble et on s'élève ensemble, on mûrit ensemble et on rêve ensemble, on découvre ensemble, on s'amuse ensemble, on se retrouve ensemble et on ose ensemble, on décide ensemble et des erreurs ensemble, on se calme ensemble et on pleure ensemble et on s'enjaille ensemble et on s'endort ensemble, on se chamaille ensemble et on s'adore ensemble. On était en 2014 et maintenant, on est en 2024. 10 ans. Je me suis rasé la tête en signe d'empuissancement. J'ai décidé de me choisir, de me découvrir, de me révéler. Ce que je voulais, c'était trouver ma vérité. Et je me suis promis à ce moment-là que je grandirais en même temps que mes cheveux. Et que lorsque je me sentirais prête, je les couperais à nouveau. Mon voyage initiatique est, à l'instar de ma chevelure, long, asséché, abîmé, emmêlé, mais aussi doux, lisse, gratifiant, à entretenir. Cette aventure que je vis depuis qu'on est une famille est symbolisée par la longueur de mes cheveux, et aujourd'hui je me sens prête. Alors bien sûr, la route va continuer, ce qui importe c'est pas la destination, c'est plutôt la quête. Mais à présent, je sens, je sais qu'on passe à un nouveau tome de la saga de notre vie. Je me sens sereine et accomplie. J'ai compris que je devais apprendre à prendre soin de moi, pour être assez ressourcée afin d'incarner la mère que je souhaite être pour eux, la compagne que je souhaite être pour lui, l'humaine que je veux être pour moi et pour Paille. Le C de comprendre, car mon aîné m'a poussée à conscientiser et à découvrir qui j'étais.
le hâte d'apprendre, car mon cadet m'a fait réaliser qu'être parent, c'est un apprentissage constant. Le P de prendre soin, car mon Benjamin m'a encouragée à m'écouter. Avec lui, j'ai vécu des relevailles idéales. J'ai pu apprendre à m'occuper de moi. J'ai enfin osé sortir tout ce que j'avais caché depuis ma naissance et qui me pourrissait. Cap. 3 lettres pour apprendre à garder le cap, à rester aligné dans ma direction, à me rappeler que je suis capable d'être qui je veux être, d'être qui je suis, et puis que j'ai pas besoin de cap, parce que ça sert à rien d'être une super-héroïne. Il me suffit juste d'être moi, de connaître mes limites, d'accepter mes failles, d'apprendre à me pardonner. Et alors même dans les passages les plus difficiles, avec cette douceur, cet amour, cette connexion à l'autre, j'arriverai à garder le cap. En tout cas, c'est ce que je veux transmettre au monde. Plus encore, on dessine des fleurs, des cartes au trésor, on peint des étoiles, on rit, on explore. Papa aime nous faire découvrir tout ce qui le faisait vibrer enfant. Maman dit qu'il devrait parfois grandir, et même ça n'est pas autrement. Car on grandit ensemble et on s'élève ensemble, on mûrit ensemble. Ensemble, on découvre ensemble, on s'amuse ensemble, on se retrouve ensemble et on ose ensemble, on décide ensemble, fait des erreurs ensemble, on se câline ensemble et on pleure ensemble et on s'enjaille ensemble et on s'endort ensemble, on se chamaille ensemble et on s'adore ensemble. Ces rituels, elle nous met des fleurs dans les cheveux. Papa la trouve toujours terriblement belle, même quand elle a des yeux sous les yeux. Quand maman propose d'enfiler nos déguisements de pirates, de sorciers, dans ces moments-là, elle retombe en enfance et on se dit qu'on a bien de la chance. Car on grandit ensemble et on s'élève ensemble, on mûrit ensemble et on rêve ensemble, on découvre ensemble, on s'amuse ensemble, on se retrouve ensemble et on ose ensemble et on décide ensemble, fait des erreurs ensemble, on se câline ensemble et on pleure ensemble, on s'enjaille ensemble, on s'endort ensemble, on se chamaille ensemble et on s'adore ensemble. Pas si vite, c'est l'amour qui nous porte, la joie qui nous transporte, ce petit de vie, complicité si forte. Car on grandit ensemble et on s'élève ensemble, on mûrit ensemble et on rêve ensemble, on découvre ensemble et on s'amuse ensemble, on se retrouve ensemble.